Je vous le disais juste hier, reprenant des paroles du célèbre et défunt artiste béninois Gégé Viquet, un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court, le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. C'est pour cette liberté collective que nos forces combattantes œuvrent sans relâche sur les différents théâtres des opérations de sécurisation et de restauration du territoire national. Nous en disons un petit bout au cours de cette audience du tribunal de l'actualité qui réunit le collège des juges au grand complet. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président Tomagui, bonjour juge Vaha, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougman, bonjour président Tomandi, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Bougman, bonjour, juge Vaha, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous les juges donc, qui sont sur ce plateau ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur TV, la télé interactive en simultané sur Watt FM, votre radio 100% urbaine ainsi que sur nos plateformes numériques. Premier acte de cette audience, la traditionnelle séquence des avant-propos des juges que je convoque à présent. Nous y sommes, ce sont les avant-propos de nos trois juges. Juge Bernard Bougman, de quoi souhaitez-vous nous parler aujourd'hui? Merci président, je souhaiterais parler d'un point dans l'univers universitaire de Burkina Faso où l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Ouaro, a été distingué lors des rencontres afro-franco-brésiliennes en mathématiques et physique. La rencontre a eu lieu à Ouagadougou du 20 au 25 mars 2023. L'information a été révélée d'ailleurs sur sa distinction il n'y a pas longtemps. Il est dit qu'à titre d'exemple, il a à son actif l'encadrement de 15 DEA ou master, de 17 thèses de doctorat et il est l'auteur de plus d'une centaine d'articles scientifiques publiés dans des revues diversifiées et cotées sur le plan international. Alors je pense que le professeur Ouaro n'est plus à présenter dans l'univers universitaire, dans le domaine de l'enseignement supérieur au niveau du Burkina Faso et même en Afrique, dans le domaine des mathématiques qui est son domaine de prédilection. Et donc quand vous avez un universitaire également qui produit, donc quand on parle de 17 thèses de doctorat, c'est pas rien, 15 DEA et master, ce n'est pas rien, ce sont des choses qu'il faut féliciter. On a eu l'époque où effectivement des titulaires des chaires, des titulaires de certaines facultés se targuaient à dire qu'après eux, c'est le vent, il n'y aura personne pour les remplacer. Ils n'ont pas produit. Donc le professeur Ouaro fait partie de ces professeurs, de ces jeunes professeurs burkinabés qui produisent à profusion des étudiants dont ils sont fiers et qui se réclament être le produit d'un tel. Je pense que c'est surtout ça. Donc, qu'avez-vous fait de ce que vous avez pu avoir comme connaissance, de ce que la nation a pu également vous donner et qu'est-ce que vous léguez à la postérité? Et ça, c'est des bons points qu'il convient effectivement de relever et de féliciter parce que sous d'autres cieux, et certains de ses pairs n'en font pas pareil. Donc, le professeur Ouaro, il y a aussi le professeur Ouada qui fait partie des professeurs qui ont beaucoup produit au Burkina Faso. Ouada, lui, s'est arrêté au niveau de l'université de Ouagadougou, il a quitté le public. Ouada, oui, il a quitté le public, mais Ouaro, lui, continue. Ce qu'on souhaite, c'est que ces messieurs-là créent des émules, créent d'autres, comment on appelle ça, encouragent, et que cela puisse créer des émules pour que les jeunes professeurs également puissent en faire autant. En tout cas, c'est un bon point. Il convient de relever et de féliciter le professeur Ouaro pour cette production grandeur nature pour l'élite burkinabé. Un bon point à souligner, un bon point pour le Burkina et pour la recherche, mais aussi pour les mathématiques. Félicitations au professeur Stanislas Ouaro, félicitations aussi au professeur Augustin Louada et à tous ceux qui produisent et qui font connaître leur savoir et leur savoir-faire. Juge Geoffroy Bougman, juge Geoffroy Vara, juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner le sport.
sport. On a eu les 14 et 15 avril dernier à Tamale au Ghana une compétition d'athlétisme. Ça a réuni 5 pays. Je pensais Bénin, Togo, Burkina, Côte d'Ivoire et Ghana, le pays organisateur. Ça a concerné les moins de 18 ans et moins de 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le Burkina Faso se hisser à la première place avec 59 médailles, dont 25 en or. On connaît les catégories que cela concerne. On se rend compte qu'on a des pépites. Alors que chercher une piste qui soit même qui approche la norme de compétition au niveau international, vous n'en verrez pas sous nos cieux ici. Alors qu'il y a un bon vivier. Ils s'entraînent avec ce qu'ils peuvent, sur ce qu'ils peuvent, et quand ils se retrouvent sur dans des infrastructures qui sont homologuées, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ils sont tellement si performants qu'ils sont les premiers. Ça veut dire qu'il y a des pépites. Et quand on voit, par exemple, Hugues Fabrice, avec le Tripso qui hisse haut le drapeau du Burkina, il n'a pas commencé parce qu'il y avait les infrastructures européennes auxquelles il a droit aujourd'hui qui sont ouvertes à lui pour pouvoir performer ainsi. C'est-à-dire qu'il y a de la matière pour peu qu'on veuille donner les moyens et qu'il puisse avoir cette éclosion-là forte. Il y a des pays dont on ne parle et dont on a entendu parler que par les performances de leurs athlètes. Et tout le monde connaît ces pays-là, tout le monde connaît les drapeaux de ces pays-là. C'est une façon aussi d'être au front et de hisser très haut ce drapeau-là, faire parler de son pays. Et donc, pour moi, c'est la preuve qu'il y a des pépites. C'est la preuve qu'en matière d'athlétisme, le Burkina est une mine. Maintenant, comment est-ce qu'on l'exploite? Je pense que c'est la grande question qui est en train de se poser. Sinon, quand vous allez dans des grandes compétitions internationales, vous trouvez toujours des Burkinabés, mais qui tiennent la dragée haute. Donc ça veut dire qu'avec ce qui s'est passé à Tamale, c'était la première édition, les Ghanéens même qui l'ont organisé, on les a coiffés. Ils se sont retrouvés deuxième. Alors que si c'est eux qui organisent, c'est parce qu'ils ont toutes les infrastructures. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à bien regarder. Et je crois que c'est interpellateur pour notre ministère, c'est interpellateur pour les amoureux de cet athlétisme-là, de voir qu'il y a du vivier, il faut donner les moyens, il faut des encadrements. C'est juste cela. C'est juste cela, mais c'est important. On a ici le drapeau du Burkina assez haut. Il faut des infrastructures. Et félicitations aux athlètes qui y sont allés. Félicitations aux athlètes qui sont allés, bien entendu. Et il nous faut des infrastructures. Et nous, on a une demi-heure maintenant la CAN 2023 qui doit se jouer en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, en espérant que les étalons nous feront là aussi des merveilles. Juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci Président. Je vais aller du côté du Bénin où on a appris une bonne nouvelle également. L'armée béninoise va recruter 5000 hommes pour contribuer donc à la sécurisation du pays. L'annonce a été faite le 12 avril dernier. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que tous les pays de la sous-région commencent à sentir d'une manière ou d'une autre l'insécurité, le terrorisme que vivent les pays du Sahel, et prendre à bras le corps cette situation et prendre le devant en recrutant massivement des jeunes pour pouvoir les projeter, en tout cas dans les mois à venir, sur l'ensemble du territoire, notamment vers la frontière avec le Burkina. C'est une bonne nouvelle et je voudrais féliciter les autorités béninoises d'avoir pris cette décision, mais surtout les encourager à ne pas rester en si bon chemin. Il faut continuer à prendre toutes les mesures, ne rien négliger et tirer surtout le leçon des insuffisances et des ratés que les pays du Sahel ont connus en n'anticipant pas sur un certain nombre de questions. Donc félicitations aux autorités béninoises et vivement que tous les pays autour du Burkina et autour du Mali également qui regardent de loin cette crise-là, prennent le devant, anticipent sur ces questions-là, de sorte à ce que on puisse vraiment limiter les dégâts dans la mesure du possible. Donc courage et félicitations à l'armée béninoise, mais aussi à l'ensemble des armées de la sous-région et ceux du Burkina en particulier dans le cadre de la lutte donc, contre le terrorisme.
Une constante, il n'y a eu que des félicitations ce matin dans les 3 avant-propos des juges. Félicitations au Bénin. Il faut donc prendre à bas le corps cette question qui n'est pas une question nationale, qui est une question régionale et qui concerne tous nos pays. Nous parlerons d'ailleurs de sécurité au cours de cette audience, mais pour le moment, c'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité pour cette 2e audience de la semaine avec le collège des juges au grand complet. Nous parlons justement de la situation sécuritaire nationale avec notamment cette opération Capidougou en cours dans la boucle du Mouroun. Mais tout d'abord, mes chers juges, quel regard rapide on peut faire de la photographie d'ensemble de la situation sécuritaire au Burkina aujourd'hui, Bernard Bougma? Bon, la photographie d'ensemble, c'est qu'on est en guerre, et ça au moins c'est peu de le dire. La preuve matérielle, c'est Ouagadougou d'abord. Vous sortez, parfois sur certaines artères, vous voyez un long convoi de forces de défense et de sécurité. Il y en a qui sont juchés sur des motos, il y en a qui sont sur des véhicules qui ont été refaits pour la circonstance et qui portent des armes, parfois même avec des têtes de roquettes. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, nous sommes dans une autre situation. Ce n'est pas pour aller à des parades du 11 décembre, mais c'est pour aller au front. Donc vous voyez ces jeunes adolescents enthousiastes sur les motos qui lèvent le poing, qui vous regardent, ou qui font le vœu de la victoire avec le drapeau du Burkina Faso qui fend l'air. Et donc quand vous regardez cela, effectivement, ça donne une autre dimension. Ça donne à avoir conscience de la pleine mesure de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc quand vous observez cette scène-là, vous observez surtout des dames qui sont parfois arrêtées au feu, les bras croisés, le regard un peu perdu, inquiet, qui regardent ces jeunes-là passer. Alors oui, effectivement, vous sentez qu'effectivement, nous sommes en guerre. Ça, c'est la photographie. Voilà. Et ensuite, le nombre de déplacés internes s'étant accru, le nombre d'écoles fermées s'étant accru, il y a rare maintenant de trouver une famille qui n'est pas en lien direct avec quelqu'un concerné par le terrorisme. Et ça, il n'est plus, ce terrorisme, il faut que les Burkinabés se mettent en tête, il n'est plus loin de nos contrées où c'est à la radio, à la télévision, on entendait parler, on regardait des images. Et s'il est là, il est à nos portes. Donc il y a effectivement un changement de comportement qui doit aller. Il y a une attitude qui va avec, qui doit aller. Mais je pense que de plus en plus également, il y en a qui prennent conscience qu'on est dans une situation qui n'est plus normale. Ça, au moins, c'est clair. La photographie d'ensemble aussi laisse percevoir qu'on a des dirigeants qui veulent combattre et qui ne refusent pas de main tendue, mais qui sont dans une logique du tout militaire. Donc, de travailler à une inversion des tendances sur le plan sur le rapport de force militaire. Voilà, sur le rapport de force militaire, avec l'acquisition du matériel, le renforcement des effectifs au niveau de l'armée et des VDP. Et donc, là au moins, c'est clair. Et l'autre photographie, c'est aussi la restriction de liberté. En temps de paix et en temps de guerre, les libertés ne s'expriment pas de la même façon, et c'est ce que nous sommes en train effectivement de voir. Que même sur le plan de la liberté du citoyen, à un moment donné, on va lui demander des sacrifices, et c'est d'ailleurs arrivé avec le décret qui a été pris sur la mobilisation générale et la mise en garde. Donc, avant que l'avis ne soit effectivement donné par le Conseil constitutionnel pour voir si c'était pertinent ou pas. Donc, sur cette question-là, on n'en parle plus. Sur le plan de liberté, toujours, le ton est clair. Où vous nous accompagnez. Et le ministre porte-parole du gouvernement aussi a été clair dans ses propos. Il n'y a pas de position médiane qui tienne. D'ailleurs, pendant qu'on y est, Loukman Sawarou a convoqué pour répondre au niveau de la sûreté de l'État. Pour le moment, on ne sait pas de qu'est-ce qu'il en est. Mais là, quoi qu'il en soit, et donc il y a également que sur le plan des libertés aussi, il y a une restriction liée à cette situation. Et peut-être que ça va se durcir davantage parce que avec le vote de la loi, ça permet aux autorités en charge des questions sécuritaires d'avoir plusieurs leviers et actionner au nom
de la sécurité au nom de la protection des citoyens. Mais maintenant, l'efficacité de cette mesure va se mesurer à l'aune des résultats sur le terrain. Mais en attendant, d'un point de vue général, ce que moi je retiens quand on fait une photographie générale, oui, et pour ne pas oublier comment on appelle ça, les questions diplomatiques, où là aussi il y a un changement dans la donne. C'est cette cartographie générale que je donne. Une cartographie générale donc où vous sentez aussi, juge Geoffroy Vara, qu'on prend de plus en plus conscience de cette situation qui nous est imposée. Quel regard rapide vous jetez-vous sur cette situation d'ensemble? Bon, la situation d'ensemble, je crois qu'on a vu les choses évoluer depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé. Quand je dis évoluer, c'est dans le sens qu'on est dans une vraie cassure. Sous l'ancien président Roch Kaboré, c'est vrai que c'était un civil, c'était les mêmes militaires aussi, quoi qu'on dise, qui menaient la lutte, mais on pouvait dire qu'on ne sentait pas ce fond de guerre-là vraiment bouger. Parce que la question c'est de sentir si on est en guerre ou pas. Et donc ça, c'était beaucoup plus difficile, c'était moins sensible. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de type de mesures qui dénotaient de la gravité de la situation dans laquelle nous étions. Peut-être qu'il y avait un front qui bougeait, mais qu'on communiquait moins, ça, on ne peut pas le dire. Mais il y a un constat que la plupart des Burkinabés faisaient, c'est qu'il y avait ces terroristes-là qui avançaient et que sur la communication et sur un certain nombre de chapitres, ils étaient vraiment pressants et présents. Sur nos sentiments et sur la façon dont nous ressentions les choses. Après, il y a eu Damiba qui est venu, l'ancien président militaire, avec tous les espoirs qui avaient été suscités dès le départ, parce qu'on s'est dit, bon, c'est un problème de sécurité. Celui qui est là, c'est un militaire, donc je pense qu'ils sont au premier titre et au premier chef au courant de tout ce qui se passe, donc les bons choix se feront. Et puis, certains ont eu l'impression, à un moment donné, que de faire la guerre, clairement, ce n'était pas forcément le premier point. Il y avait beaucoup plus de politique avec d'autres débats qui entraient en ligne de compte. Et avec ce qu'on a tous vu, même les questions de dialogue qui avaient été mises en avant avec certains groupes, sans les identifier, demandant au niveau local qu'il y ait des comités pour pouvoir discuter avec ces messieurs-là et prendre langue, sans qu'on ne puisse avoir une belle lecture et une claire vision des choses. Et maintenant, avec Ibrahim Traoré, on est dans la cassure. On est dans une autre façon de voir. Vous pouvez critiquer, vous pouvez ne pas être d'accord, mais lui, il a décidé de faire la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre à faire? C'est la question que je pose toujours. Il y a une guerre à faire. Peut-être qu'il faudra discuter, sûrement qu'il va falloir discuter. Mais quand est-ce qu'on décide de discuter? N'est-ce pas le moment favorable qui est celui du ballottage favorable pour vous? Mais pour ça, il faut faire la guerre. Faire la guerre, mais entrevoir aussi la discussion, parce qu'il faut construire une paix après. Je pense que ça, c'est important. Mais il a décidé de faire cette guerre-là. On pourra avoir l'avis qu'on veut là-dessus. Et donc, c'est un homme du fond qui connaît les problèmes du fond et qui a adressé des solutions à cela. Même sur des questions qui sont purement militaires, la question du relèvement. On se rappelle, lors de ses visites à l'intérieur du pays, il lui disait à ses frères, bam, je sais que la question du relèvement, c'est un véritable problème. Certains vont, et pour qu'il y ait d'autres missions qui puissent les remplacer, ça devenait difficile. Il faut organiser parce qu'eux aussi ont besoin d'aller voir leurs familles et tout. C'est des questions dont on était très éloignés. Et dans le détail aussi, il y a la question de l'armement. On a vu ce qui a été présenté. Certains diront oui, des commandes ont commencé sous Roch Kaboré. Dans tous les cas, l'État, c'est une continuité. Et puis, il y a un changement de cap aussi qu'on a vu dans la question de la coopération. Et ça va aussi forcément avec les possibilités d'armement que vous avez. Et ça, c'est des éléments que nous constatons tous. Aujourd'hui, à Cœur-Joie, beaucoup aiment s'asseoir et regarder ce que le vecteur aérien est en train d'apporter. Bon, c'est des donnes, peut-être des éléments qui se faisaient avant, mais sur lesquels on communique aussi beaucoup plus. Peut-être qu'on va parler des ratissages qui sont en train d'être faits, c'est un peu le cœur de la première partie de notre entretien, parce qu'on voit aussi que sur le terrain, c'est en train de bousculer. En fait, il y a une guerre qu'on a commencé à faire. Ça, pour la question que vous posez,
C'est ça la réponse. En tout cas, il n'y a pas un Burkinabé qui vous dira qu'il ne la sent pas. Il y a une guerre qui est en train maintenant d'être faite. Maintenant, ce qu'on peut tous espérer, c'est qu'on aille vraiment de l'avant. Parce que ceux aussi qui sont en face, se sentant bousculés, on voit comment ils sont en train de se réorganiser. On a vu le week-end dernier les attaques qu'il y a eu avec son corollaire de mort et tout. Donc eux aussi sont en train de s'organiser. Donc on se rend compte aussi que le terrorisme auquel on est en train de faire face, ce n'est pas un terrorisme forcément mou. C'est pour cela que depuis il y a des incursions, il y a une avancée qui dérangeait beaucoup. Il fallait faire une guerre et on y est aujourd'hui. Maintenant ça va avec certaines restrictions comme Bernard le disait tout à l'heure. Maintenant jusqu'à quel ordre? Parce qu'il y a beaucoup aussi qui posent, pour moi aussi, un débat qui est très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on, quelquefois, on parle de façon objective de certains éléments. Mais oui, même quand on a un pouvoir à exercer et que même vous avez, comment on appelle ça, la possibilité de certaines restrictions, il faudrait que tout soit objectif et pris pour l'intérêt de l'ensemble. C'est pour ça que les uns et les autres aussi émettent quelquefois des réserves, des critiques, mais tant qu'elles sont constructives, pour moi, c'est des choses à entendre et à écouter. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut entendre et écouter les critiques constructives. En tout cas, on est dans la guerre, n'est-ce pas? Inoussa Ouedraogo, juge, quel regard vous jetez sur la situation aujourd'hui? On regarde ensemble avant qu'on arrive donc en détail sur les ombres et les lumières de cette situation. Je fais mienne ce que les autres juges viennent de dire, c'est qu'aujourd'hui on sent au regard en tout cas de ce qui nous est donné comme information que sur le terrain il y a beaucoup de choses qui sont faites. Le vecteur aérien a été beaucoup développé ces derniers mois. On constate en tout cas à la lumière des frappes qu'on voit publiées notamment sur la télévision nationale que le vecteur aérien est en mouvement. On constate aussi que sur le terrain les VDP sont déployés. Et ça aussi c'est un constat que les choses bougent. Malheureusement, on constate aussi que quand on prend les chiffres par exemple du ministère en charge de l'éducation nationale, que le nombre de cols fermés malheureusement est en croissance. On constate aussi que le nombre de personnes déplacées internes est également en croissance. Ça veut dire donc que vraiment nous sommes en situation de guerre et que malgré les efforts qui sont déployés sur le terrain, les uns et les autres l'ont dit, on n'est pas encore arrivé à être beaucoup plus efficient, à obtenir des résultats qui nous permettent maintenant de se dire que vraiment nous sommes en train d'inverser les tendances. Et on espère en tout cas qu'avec l'engagement des uns et des autres sur le terrain, les jours et semaines à venir seront beaucoup plus reluisants et qu'on va avoir moins de pertes au niveau de nos éléments, parce que bon, malgré que nous tuons beaucoup de terroristes, il faut voir aussi que nous perdons aussi beaucoup d'éléments, et ça c'est une photographie de la situation aussi qui montre qu'il faut encore davantage d'organisation, encore davantage de stratégie, afin donc que les tueries massives puissent être réduites le maximum possible. C'est une photographie d'ensemble, donc une situation d'ensemble en nombre, avec les pertes enregistrées au cours du week-end dernier, éprouvant pour nos forces combattantes, mais aussi en lumière, avec les lourds revers infligés à l'ennemi, neutralisation de terroristes et récupération de matériel divers le 16 avril dernier à Nouna, dans la province de la Kossi. Des terroristes qui ont également enregistré, toujours le 16 avril, une défaite cinglante dans leur tentative de s'attaquer à la base militaire de Kongoussi. Et puis il y a cette opération de grande envergure pour libérer la boucle du Mouhoun, lancée le 3 avril dernier conjointement avec l'armée malienne. Cette opération, Kapi-Dougou ou russe, vise à reprendre le contrôle des localités tombées sous les mains de l'ennemi en fouillant les forêts et les communes abandonnées, nous apprend l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Le juge Vara et même le juge Bernard Bougma l'ont dit tout à l'heure, ça y est, on est dans le dur de la guerre.
En tout cas, pour ce qui concerne les opérations militaires. Oui, la même information indique d'ailleurs que Jafar Diko, qui était un chef, a été, en tout cas, semble être atteint, donc mort par les, tué, voilà, par les opérations surtout aériennes qui ont eu récemment lieu à Nassumbu, qui est aussi un nid de groupes armés terroristes. Nassumbu d'ailleurs, c'est une localité symbole. On se rappelle que l'une des toutes premières attaques d'envergure qui a touché un détachement, c'était là-bas où le chef de l'État, le président Kabore lui-même, s'y était rendu. Donc, et que d'ailleurs, pour célébrer le nouveau commandement, donc le nouveau chef, il y a eu des attaques qui ont eu lieu, et donc c'est en riposte aussi à cela que des éléments sont effectivement arrivés. Donc, ce sont des nouvelles du front qui sont données par ceux qui sont au front, donc relayées aussi par les médias, et puis bon voilà, et nous commentons. Mais je dis, et tout ça c'est bien, qu'on ait on ait neutralisé un certain nombre de ci, de ça, c'est bien. Mais l'unité de mesure, comme l'avait dit le président d'Amiba lui-même, c'est le retour, c'est d'abord la récupération des territoires perdus, mais aussi le retour effectif des personnes déplacées internes sur leur lieu d'origine, leur localité d'origine. C'est l'unité de mesure. C'est la meilleure unité de mesure, ça va être ça. Effectivement, quand on récupère un territoire, il faut effectivement réussir à sécuriser cette portion de terre récupérée, mais maintenant permettre la réinstallation des personnes qui s'étaient déplacées. Et là, c'est un autre niveau de travail, parce que qui dit sécurisation parle d'un certain nombre de mesures, de garanties effectivement à faire. Parce qu'au même moment que l'opération est lancée, il y a plusieurs écoles qui, bizarrement, ont été fermées dans le même temps. Alors que les derniers chiffres qui avaient été donnés, nous avions reçu ici la secrétaire permanente en charge de l'éducation en situation d'urgence, avait donné des chiffres qui avaient baissé à un moment donné. Et les derniers chiffres ont repris. Effectivement, il y a eu une courbe ascendante. Voilà, une courbe ascendante. Donc, effectivement, depuis la crise, il y a des moments d'ascendance et de croissance, mais maintenant, et de descendance. Voilà. Mais maintenant, quand est-ce que réellement la courbe va prendre une posture ascendante jusqu'à la fin? Ça va demander un travail de fond, de collaboration à tous les niveaux. Donc, j'ai dit, en tout cas, le curseur, l'unité de mesure, ça va être véritablement le retour des personnes déplacées internes, le retour de l'administration, le retour des élèves sur les lieux d'école. Il y a des écoles qui rouvrent, et ça c'est vrai, mais il y en a aussi qui ferment, et là aussi c'est vrai. Alors justement, cette question vient de commencer véritablement la guerre, donc c'est normal un peu qu'il y ait donc ce double visage. Vous-même vous l'avez dit, juge Geoffroy Vara, il faut rester vigilant. Et on ne crie pas victoire trop tôt, puisque ces tentatives et ces combats montrent bien que les terroristes ont encore de la ressource. Geoffroy Vara. Ils ont de la ressource, c'est vrai, mais on est là sur un terrain qui est très complexe. Le terroriste, il fonctionne par distiller la peur. Les gens, quand ils quittent chez eux, ce n'est pas forcément parce qu'on les a tapés directement. Il y en a ceux qui ont été attaqués, qui ont vu leurs proches être attaqués, qui ont pu partir, qui ont pu fuir. Il y en a aussi qui, 2-3 villages plus loin, ont vu qu'ils sont en train de s'approcher et s'en vont. Donc, c'est ça aussi la réalité de la peur du déplacement massif. Maintenant, ça ne peut être inversé pas seulement par le fait qu'on ait repris immédiatement du territoire, mais c'est que le sentiment de peur là, on l'a jugulé sur une période. Je m'explique. Vous savez, c'est comme la théorie du serpent. On vous dit que vous en avez 20 qui se sont échappés chez le voisin, ils pourraient se retrouver chez vous. On a ratissé, on a attrapé 19. Il en reste un seul. Est-ce pour autant que vous rentrez chez vous? Vous avez toujours peur que le seul qui reste rentre chez vous? Parce que le phénomène, c'est la peur. Donc, il peut y avoir l'inversion, mais la peur, c'est tout autre chose.
Et pour juguler cela, je pense qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. Ce n'est pas que le militaire. C'est-à-dire que derrière, il y a un accompagnement, il y a un sentiment qui va être partagé, il y a un travail qui doit être fait. Je pense que c'est pour cela qu'il ne faut pas voir cela de façon simpliste. Voilà pourquoi je parle du caractère complexe des choses. Maintenant, c'est que depuis, sur le front, c'est maintenant qu'on dira que les choses bousculent parce qu'on est en train de faire une guerre. Il faut avoir des résultats pour cette guerre. Il faut qu'il y ait de la reconquête de territoire, de la sécurisation du territoire conquis, et puis de l'assurance qu'on ne revient pas en arrière. Parce que vous pouvez partir prendre du territoire, si vous le reperdez, pour ceux qui y sont partis, s'il y en a encore qui subissent les courroux des terroristes, pour ceux qui s'en souviennent pour la seconde fois, ne leur demandent pas une troisième fois de repartir. Ça devient des stigmates profondes. Et ça, c'est encore plus difficile à gérer. Voilà pourquoi je dis, on est dans une réalité qui est très complexe. Eux sont dans le prisme de la destruction. Détruire n'est pas compliqué. Construire, ça demande des schémas et des stratégies. Donc, vous êtes sur deux fronts qui sont très très différents. Vous en tuez, vous en exterminez, vous pensez que vous avez coupé une tête, il y a une autre tête qui pousse. Vous pensez que vous avez commencé à prendre du terrain, ils en recrutent. Donc ça veut dire que même sur le discours fondamentaliste, discours rigoriste et tout, il y a des éléments sur lesquels aussi vous devrez travailler pour ne pas que vous ayez une jeunesse qui ait une oreille attentive, mais qui puisse penser que d'une façon ou d'une autre, comme ils sont les oubliés de l'État, ils pourraient avoir un salut en prenant de l'âme pour une autre cause que ce soit. Donc, je veux dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en même temps en ligne de compte lorsqu'on est en train de faire cette guerre. Maintenant, il faut la faire avec les moyens. Il y a aussi ceux qui sont dans les partis qui sont sécurisés, qui doivent continuer de faire l'effort comme on le demande. Il y a une économie qu'il faut continuer à faire tourner. On a un gouvernement qui doit travailler à ça. C'est vrai que c'est le deuxième sujet dont on parle. Donc, pendant qu'on fait la guerre, il faut continuer de vivre. Donc c'est là que c'est sur le caractère complexe de ce dans quoi on est. Maintenant, est-ce qu'on va l'inverser ici maintenant? C'est pour ça que quelquefois, moi, quand j'entends certains discours, on a l'impression que pour certains, comme ils entendent parler de vecteurs aériens, on voit certaines images, donc la guerre là, c'est fini demain. On n'est pas dans une guerre de tranchées où les gens ont pris des positions et nous sommes sur des positions et nous avançons. Non, elle est asymétrique. C'est des gens qui s'incrustent, qui tentent aussi, même dans les zones qui ont été déjà sécurisées, de continuer d'y entrer, de mettre des foyers dormants. On l'a vu sous le Caboret, et ça c'était, je me rappelle, un point de presse auquel j'assistais, et c'était Simon Combaoré, en son temps, qui était le sécurocrate, donc ministre de la Sécurité, qui en parlait, des niches, pas des niches, on appelle ça des cellules dormantes qu'il y avait à Ouagadougou, qu'ils avaient détectées. C'est des gens qui sont acquis à la cause du terrorisme, qui attendent et qui ont été déjà formés, mais qui sont là, qui vivent chaque jour avec vous tranquillement, qui attendent un ordre et qui donne du renseignement. Vous comprenez comment c'est vicieux. Donc je veux dire qu'il faut qu'on comprenne la complexité de la guerre peut-être dans laquelle on est, pour se dire que le bon point d'aujourd'hui, c'est bien, mais il faut prier pour qu'il y ait cette constance-là. Et qu'on ne se trompe pas aussi d'ennemis et qu'on ne se trompe pas aussi de stratégie ni de vision dans ce dans quoi on est en train d'aller. Il y a une constance qu'il faut avoir. Et c'est pas quelque chose qui va se couper du jour au lendemain, mais il y a aussi pour moi une réalité, c'est qu'il faut accepter aussi d'aborder certaines questions, parce que il faut qu'on sorte aussi de cela. Et il faut organiser et préparer la sortie de cela. Ouais, ce n'est pas à un moment donné, quand on aura fini, on va se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut organiser et préparer la sortie donc, de cette situation. Dans tous les cas, le propos, c'est vigilance, vigilance, vigilance. Tenons nos positions, les positions qu'on a pu prendre et sécurisons-les afin qu'il n'y ait pas de retour. Et c'est à ce travail-là qu'il faut s'atteler maintenant, n'est-ce pas, juge Inoussa Ouedraogo? Oui, il faut continuer à faire le travail. Et je pense que il faut avoir aussi le courage de la réflexion et le courage de mettre le doigt là où ça fait mal.
Et malheureusement, sur ce terrain, on est en bûche. En fait, on fait face à beaucoup de difficultés parce que on peut comprendre que la situation est telle que on ne veut même pas qu'on évoque quelques questions qui pourraient donc appeler à beaucoup plus de réflexion. Mais sans réflexion, on ne va pas aller plus loin que ce qu'on voit. Moi, j'ai toujours considéré que l'arithmétique des morts, c'est bon pour le moral très souvent, mais ça ne permet pas d'évoluer sur la question du terrorisme. Quand on nous annonce qu'on a tué 100 terroristes, 200 terroristes, on se dit bon, c'est très bien parce que ça montre que nos éléments sur le terrain combattent réellement et essaient donc au mieux qu'ils peuvent d'exterminer les terroristes. Mais malheureusement, c'est comme un cancer. Quand on tue un, il y a 10, ça se métastase d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que c'est bien effectivement qu'on puisse écouter ceux qui produisent très souvent de la réflexion, qui trouvent donc des solutions dans leur laboratoire à travers donc les différentes universités, les différents centres de recherche, les différents experts qui donc essaient de montrer que il y a d'autres travail à faire. Par exemple, on nous parle de plus en plus du financement du terrorisme parce que si malgré qu'on les frappe, malgré qu'on les tue, ils continuent à recruter, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui les irriguent. Ils gagnent du financement quelque part, ils gagnent les armes quelque part. Et il nous faut donc avoir le courage de nous attaquer à ça en réfléchissant à comment on réduit au maximum le blanchiment d'argent et le financement donc, du terrorisme. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel il est important que nous continuions la réflexion, c'est sur la question des frontières. Aujourd'hui, nos frontières sont poreuses et malheureusement, les gens y rentrent, ils ressortent comme ils veulent et il n'y a pas véritablement de contrôle. Alors que tant qu'on continuera à tuer sur le terrain et que d'autres peuvent s'enfuir dans un autre pays de la sous-région, se reposer et revenir encore en puissance ou continuer à recruter des gens, on va continuer donc à les tuer, mais ils continueront donc de se multiplier. Et donc il y a nécessité de créer aussi une sorte, je dirais pas de police de frontières, mais en tout cas il faut que nos militaires et nos VDP prennent d'assaut également les frontières, de sorte à ce que les terroristes puissent être pris effectivement en sandwich au niveau intérieur. Le troisième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la bonne gouvernance. Je pense que ces dernières années, il y a eu une augmentation drastique du budget alloué au secteur de la sécurité, mais il y a des difficultés effectivement à contrôler donc où va cet argent. Donc il y a une question d'efficience parce que entre ce qui est injecté en termes de milliards dans la lutte contre le terrorisme et les résultats obtenus, quand on met sur une balance, on se rend compte que effectivement il y a un travail énorme à faire. Et à ce niveau-là, quand on essaie de faire des contrôles pour en tout cas les organisations en charge des contrôles financiers, ils se butent donc à un certain nombre de difficultés où on leur indique justement qu'il y a le secret défense, il y a le fait qu'on ne peut pas aller regarder telle ou telle dépense, et ce sont des éléments qui contribuent donc la question de la gouvernance donc à tirer vers le bas notre armée. Et enfin la lutte contre la corruption. Je pense que c'est un élément assez fondamental dans la lutte contre le terrorisme. Et tant qu'on continuera à lutter et que pendant ce temps d'autres cherchent à s'enrichir aveuglement, d'autres cherchent à ne se faire que des sous dans ce qu'on appelle l'économie de la guerre, évidemment on ne fait que perpétuer, on ne fait que irriguer le terrorisme, et cette question-là, il serait bien que nos gouvernants donc le prennent à bras le corps. La question de la lutte contre la corruption est une question de fond qu'il faut avoir le courage de poser et avoir le courage aussi d'adresser des solutions pertinentes. Donc globalement, je pense que ce sont des éléments sur lesquels nous devons continuer la réflexion pour faire en sorte que nous puissions obtenir donc des résultats beaucoup plus optimaux et non pas
simplement de nous contenter de regarder des bombes qu'on largue sur des populations. Et on est content de voir que ça bouge, mais au fond, est-ce que ça a permis de réduire le nombre d'écoles fermées? Est-ce que ça a permis aux populations de repartir? Est-ce que ça nous crée encore un sentiment de sécurité? Ce sont des questions de fond donc, qui me semblent être importantes dans cette phase donc, de lutte contre le terrorisme. Des questions de fond qui sont importantes, qui doivent nourrir la réflexion, puisque évidemment, sans la réflexion, la pratique est inutile. Il faut réfléchir avant d'agir, bien évidemment, mais Nouna et Kongoussi rallument quelque peu l'espoir. La région de la boucle du Mou nous se mène depuis le 3 avril, je l'ai dit, une opération d'envergure, l'opération Kapidougou ou Ruche, une opération conjointe avec le Mali pour nettoyer les deux côtés de la frontière entre ces deux pays. Plus de 800 militaires et VDP ont été mobilisés pour cette opération qui vise donc la libération de cette région contrôlée par les hommes sans foi ni loi. On peut saluer cette opération, Bernard Bougman? Oui, puisque la boucle du Moun est une région stratégique dans le cadre de cette lutte-là. Compte tenu de la percée des groupes armés terroristes dans cette localité, à commencer par Touéni, avec ce qui s'était passé sur les gendarmes et tout. Donc la réalité, c'est que c'est une zone en proie aux questions terroristes. On se rappelle également qu'entre-temps, Solenzo était pratiquement tombé, il n'y avait plus d'administration, même les centres de soins avaient fermé. Donc c'était compliqué dans cette localité. Reprendre la boucle du Moun, c'est stratégique parce que aussi il y a une partie frontière avec le Mali et c'est très stratégique. Donc on ne peut pas également faire fi de cette coopération au niveau des frontières comme l'a relevé juge Ouedraogo tout à l'heure. Donc effectivement, avec le Mali, on n'a pas le choix, et même avec les autres pays, parce que des manœuvres se prépareraient d'ailleurs entre nous et puis la Côte d'Ivoire et les autres pays. On ne peut pas. Parce que si les frontières ne sont pas sécurisées, s'il y a une frontière, c'est-à-dire que ça permet aux groupes armés d'aller frapper et revenir se réfugier ici, ou bien de l'autre côté de la frontière, quels que soient vos efforts, ça va être très difficile. Surtout qu'ils ont une stratégie, les groupes armés terroristes ont une stratégie de recrutement des combattants à toute épreuve. Et donc la réalité aussi, elle est là. Donc c'est une localité rapidement à sécuriser et à reprendre pour pouvoir endiguer le phénomène, compte tenu, je dis bien, de la frontière avec le Mali dans certaines parties de cette région-là. Donc la réalité, c'est que c'est une région qui est très stratégique. Maintenant, si elle a pu être récupérée et sécurisée, ça peut faciliter un certain nombre de choses et éviter que les groupes ne se sèment dans d'autres localités. Donc ça, et par rapport à Kongoussi également, c'est une zone, je dirais, tampon. Voilà, donc c'est très stratégique. Donc qui a aussi longtemps souffert des attaques terroristes où qui a accueilli beaucoup de déplacés internes. La réalité aussi, elle est là implacable. Donc ces deux localités-là sont des localités vraiment stratégiques parce que vous dépassez Kongoussi maintenant pour pouvoir prendre l'axe véritablement pour Djibo. Donc vous faites quoi? J'ai dit c'est une localité qui et après vous avez Bouzanga effectivement avant Djibo. Quand on sait ce qui s'est passé à Bouzanga et comment est-ce que la zone a été ravitaillée tout récemment, j'ai dit c'est des localités stratégiques. Mais déjà, il faut reconnaître, des efforts ont été faits. Il y a des localités où on ne pouvait pas aller faire un ravitaillement terrestre. Ils ont pu faire un ravitaillement terrestre, même jusqu'à Djibo. Et là, effectivement, il y a des lignes qui bougent. Mais sur le plan de la coopération, Ouagadougou et Bamako sont en phase. Il reste Bamako, Ouagadougou, Niamey. Il faut que les trois pays parlent le même langage. Le même langage, oui. Ils ne sont pas d'accord avec les terroristes. Maintenant, la stratégie pour y faire face diffère d'un pays à l'autre. Voilà, d'un pays à l'autre. Les deux ont une façon de voir
il y a un autre qui a également une façon de voir. Mais ces manœuvres au niveau des frontières, ni le Burkina, ni le Mali ne peuvent s'empêcher d'avoir des manœuvres avec le Niger. Tant qu'on ne réussira pas ça aussi, ça va être très compliqué. Mais maintenant, si c'est sur des questions d'appréciation, je pense qu'ils peuvent s'entendre sur une même table de discussion et voir qu'est-ce qu'il faut élaborer pour le bien des populations. Parce que si le Burkina est sécurisé et le Mali sécurisé, s'il y a toujours des sanctuaires terroristes de l'autre côté de la frontière avec le Niger, naturellement, les voisins n'auront pas la paix. Et vice-versa. Oui, et vice-versa. Parce qu'on est tenus, on est liés, puisqu'on partage les mêmes réalités de frontières et les mêmes réalités culturelles au niveau des frontières. C'est des cousins qui sont de l'autre côté de la ligne de la frontière, qui se fréquentent. Donc, la réalité, j'ai dit bien, il va falloir effectivement régler ces questions au niveau des frontières. Et on ne peut que féliciter des manœuvres conjointes au niveau des frontières. Des lumières, en tout cas, des lumières d'espérance, et il faut attendre que ces opérations nous apportent beaucoup plus de sourire. Une question pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qui est chère au juge Geoffroy Gara, c'est le climat des affaires. D'ailleurs, une réunion s'est tenue ce 17 avril à Ouagadougou là-dessus. C'est la première session ordinaire 2023 du comité de pilotage du dispositif institutionnel est mise en place à cet effet. Le Premier ministre du Burkina, Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, a salué, et je cite, la résilience du monde des affaires qui, malgré les nombreux défis auxquels fait face notre chère patrie, continue de jouer avec abnégation son rôle de moteur de l'économie et de créateur de richesses et d'emplois. Fin de citation. C'est le nerf de la guerre aussi. Il faut améliorer le climat des affaires pour pouvoir avancer. Et bon, il y a des mots, mais au-delà des mots, il faut aussi des actes, Geoffroy Gara. Si, c'est clair qu'il faut des actes. Et puis quand on parle de ce climat des affaires-là, bon, avec ce qu'on a dit précédemment, il n'est pas forcément au beau fixe. On sait que ces affaires n'aiment pas trop ce type de bruit dont nous parlions tout à l'heure. Exactement. Et donc le contexte est forcément difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pendant que les gens font la guerre, qu'est-ce que les autres font pour accompagner la guerre? Parce que c'est les affaires, c'est le monde économique et son tissu qui pourra donner de l'oxygène et donc les moyens pour faire la guerre. Pour cela, il faut permettre à ce que les entreprises là continuent de faire du chiffre, continuent de pouvoir, en tout cas pour ce qui est du minimum, continuer d'exister et faire des activités. Quand on leur demande de faire des efforts, il faut leur permettre aussi de pouvoir avoir un bol d'oxygène et continuer de faire leurs activités. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et ça va avec des réformes, ça va avec des accompagnements, ça va avec des solutions. Parce qu'une économie, ce qui dénote de sa santé, c'est la vitesse de circulation de l'argent. Comment est-ce que les projets sont vivants? Comment est-ce qu'il y a de la commande qui est faite? Il y a des exécutions qui sont faites, il y a des paiements qui sont faits ici, il y a des commandes qui sont faites ici. Quand on se retrouve dans une situation où l'État, qui est le premier pourvoyeur, celui-là même qui décide de gripper la machine, on l'a vu lorsque Damiba était arrivé, on a donné des instructions pour suspendre un certain nombre de choses, le temps de voir. Mais quand vous suspendez, c'est des gens qui n'arrivent plus à avoir des paiements. Il fallait qu'ils ont compris. Ils étaient obligés de remettre les choses en branle pour que la machine reprenne. Aujourd'hui, la plupart des entreprises vous le diront, quand l'État vous doit, c'est vraiment un parcours de combattant qui commence pour vous. Et le contexte aujourd'hui est encore plus difficile parce qu'on sait que les caisses ne sont pas en bonne santé. Alors que c'est lui qui est le premier pourvoyeur du marché. Donc, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne l'oxygène, c'est lui qui donne ce bol-là. Et quand vous lui devez, vous savez que vous ne pouvez pas aussi continuer d'exercer parce qu'on vous demanderait un certain nombre de papiers pour pouvoir entrer en possession d'un travail que vous avez déjà exécuté de par des contrats et des éléments que vous avez donnés. Voilà ces points qui sont là. Donc, il faut des réflexions pour que les choses se mènent de la meilleure des façons. Mais ce n'est jamais facile. C'est pour ça que je dis, peut-être qu'il y a un côté franc qui est en train d'être mené, mais il y a un gouvernement qui suit certaines questions aussi est très attendu. Même vous parlez du cadre institutionnel, il existe depuis 2017. Bien sûr. Et le Premier ministre faisait fort de rappeler qu'en décembre dernier, il y avait eu un atelier justement de validation sur les projections qu'il se voulait, mais aussi de regard sur ce qui avait été déjà fait. Et lui-même reconnaît que
quand on regarde, pas grand-chose, hein. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris, il y avait beaucoup d'éléments sur lesquels ils devaient s'engager, mais qui n'ont pas été faits. Donc, si on ne sait pas de sauver ce tissu économique-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va continuer. Aujourd'hui, quand on parle de l'effort de guerre avec les contributions et tout, n'oublions pas que c'est souvent par ricochet, c'est le ménage, hein, c'est le citoyen lambda, parce que tout est ponctionné, même dans la structure du prix, à la fin, celui qui supporte et qui paye par ricochet les taxes, les impôts, tout ce que vous mettez dedans, c'est le consommateur final. Mais comment on organise, on lui donne les moyens aussi de pouvoir s'en sortir. Et c'était le débat qui était intéressant que l'économie de façon avait posé sur la table lors des 10 ans, où il y avait le patronat, il y avait la CCIBF, il y avait même la DRIPA au niveau du ministère de l'économie. Donc pour moi, il faut qu'on s'asseye clairement pour voir comment est-ce qu'on sauve cette économie-là. Parce que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas et ça rejoint aussi les pistes de réflexion soulignées par juge Inoussa Ouedraogo, le Premier ministre d'ailleurs, qui salue la participation des partenaires techniques et financiers à cette dynamique et qui sollicite d'ailleurs leur engagement habituel pour l'amélioration de l'environnement des affaires en général et singulièrement pour la mise en œuvre du plan stratégique d'amélioration du climat des affaires 2021-2025. Oui, Moussa Ouedraogo, je vais vous contraindre à 1 minute. Oui, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà des discours parce que en avril de l'année dernière, le Premier ministre Albert Ouedraogo en son temps avait tenu à peu près le même discours en indiquant qu'il faut rapidement pour la même instance. Pour la même instance, c'était pratiquement les mêmes discours. Donc je pense que nos autorités gagneraient vraiment à quitter l'étape du discours pour aller dans les faits parce que l'inflation a atteint un niveau extraordinaire. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises crient parce que la pression fiscale est telle que c'est insupportable. On demande aussi aux citoyens lambda au même moment de participer à l'effort de guerre et tout. Donc il y a une pression globale qui fait que oui, c'est vrai, il faut faire la guerre, mais l'économie aussi c'est une forme de guerre parce qu'il faut survivre pour continuer à soutenir l'effort de guerre. Donc je pense que nos autorités gagneraient à comprendre que le tout militaire, effectivement, ne résoudra pas le problème. Mais après l'avoir dit, il faut à côté déployer des solutions. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et malheureusement, là-dessus, on ne voit pas venir, en tout cas, des propositions de solutions, ne serait-ce qu'à court et à moyen terme, pour remettre à flot notre économie, pour permettre que, en tout cas, à l'issue de la guerre, on ne trouve pas un pays complètement exténué, vidé du minimum qu'il faut, en tout cas, pour un pays. Parce qu'il y a la dimension sécurité, oui, mais il y a d'autres piliers sur lesquels on doit bâtir le pays et nous ne devons pas perdre cela de vue. Avoir présent à l'esprit ces deux faces de la même médaille qu'a décrite donc Kwame Nkrumah, la réflexion et la pratique. Le temps qui nous est imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la deuxième de la 16e semaine de l'année 2023 qui a notamment abordé la situation sécuritaire du Burkina avec les dernières nouvelles du théâtre des opérations. Et j'étais avec l'ensemble des juges que je remercie. Merci juge Bernard Bougman. Merci juge Geoffroy Vara. Merci juge Inoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades. Et retenez bien que je voudrais, n'a jamais rien fait, j'essayerai à faire de grandes choses, mais je veux à faire des miracles. Prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.